Bonjour et bienvenue dans Certains Lamas Deauville, l'émission qui débriefe les films sur tapis rouge, même en semaine. C'est le 3e épisode spécial sur l'édition 2020 du Festival du cinéma américain de Deauville. Je suis Thomas et avec moi depuis la ville à claque, les survivants de la critique. On n'est que 3. Thierry. Ben ouais, on est que 3. Toujours là, toujours vivant, toujours debout. Oui. Tu veux que je chante là, c'est ça? Non, surtout pas. Et Marwan. Bah oui, c'est les meilleurs, hein, ça c'est sûr. Après voilà, soit t'as nous, les plus classes, les plus beaux, tout ce que tu veux. Soit t'as plein de gens, mais c'est moins intéressant. Tu vois. Non, parce que t'as les bons claqueurs et les mauvais claqueurs. Tu vois, t'as les claqueurs, les bons claqueurs, ils sont là, tu vois, ils enregistrent. Et les mauvais claqueurs, ils sont là, ils enregistrent. Bon, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Nous reviendrons ensemble sur les films projetés ce lundi 7 septembre, 4e journée du festival. Après un week-end frénétique, la programmation se calme un peu, on le sent. Aujourd'hui au programme, First Co de Kelly Reichardt, Love is Love is Love d'Eleanor Coppola. Eleanor ou Eleonore? Eleanor, ouais. Ouais, on a une Eleanor dans l'équipe. Ouais, c'est du coup on s'y perd, ouais. Love is Love d'Eleanor Coppola, Critical Thinking de John Leguizamo et Bad Education de Cory Finlay avec Hugh Jackman. Vous êtes prêts? Vous êtes chaud? Vous êtes au taquet? Oh yeah! Au chaud. Oh yeah, on est au chaud, on est au taquet. Alors on commence tout de suite avec le premier film de la journée, film en compétition, First Co. What's your name? King Lou. They call me Cookie. My mother died when I was born, and then my father died. I never stopped moving. It's the getting started that's the puzzle. No way for a poor man to start. You have a cow. First cow in the territory. This ain't a place for cows. Well, it's no place for white men either. I sense opportunity here. Good Lord, give me another. I'll give you 6 ingots for that last one. I taste London in this cake. We have to take what we can when the taking is good. Seems dangerous. So is anything worth doing? First Co. Ouais, on va pas passer la bande-annonce en entier non plus. Elle fait 2 minutes. Cow. Oh la cow, oui. Avant les cow-boys, il fallait d'abord des vaches. Nous sommes en Amérique en 1820. Et Cookie Figovich, un cuisinier expérimenté et solitaire et taciturne, je lis le résumé en fait. Bon, il part en aventure dans l'Ouest. Il se fait pote avec King Lou, un immigrant d'origine chinoise, parti en quête de fortune. Le businessman, c'est l'esprit d'entreprise à l'américaine. Ils veulent faire du business. Et dans le campement où ils se retrouvent, il y a une vache que le gouverneur local a fait importer. C'est la première vache qui se retrouve là. Il voulait au départ faire un petit élevage avec un taureau et un veau, mais ils sont morts en route. Donc il lui reste la vache et il fait du lait pour son thé, ce qui n'est pas très opti. Le gouverneur, après, se fait du thé. Du coup, le cuistot et son pote, le businessman, se disent c'est cool, si on allait piquer du lait la nuit et faire des gâteaux avec ce lait, comme ça sera meilleur que le pain pourri qu'on a, et on va devenir riche. Sur le papier, c'est cool. Sur le papier, c'est bien cool, ouais. Et dans les faits? Il y a un léger défaut d'époque au début parce que j'étais, pas forcément perdu, mais je me suis posé une sérieuse question. Est-ce que c'était moi qui confondais pas un peu les dates? On voit ce campement, on les voit qui veulent aller. Au début, ils disent juste qu'ils doivent aller vers le nord, le nord-est, je crois, et ils disent pas spécialement pourquoi. C'est juste on doit aller dans cette ville, allons-y. Ils emmerdent le cuisinier parce qu'il n'arrive pas à leur trouver à bouffer. Et même s'il a cueilli des champignons, mais bon, visiblement les mecs ils veulent plus bouffer du bison que des champis, quoi. Ils trouvent du coup cet asiatique King Lou qui est là et qui lui demande s'il a trouvé de l'or. Et du coup j'étais attends. C'est bizarre, ils sont pas habillés pareil. On est encore en pleine ruée des... Attends, on n'est pas allé rue vers alors là, c'est pas possible. Puis les Asiatiques étaient pas arrivés à cette époque-là encore. Donc j'étais là en mode,
ça se passe quand ce truc? Et après, j'ai vu, du coup, il y avait des gouvernements qui étaient déjà établis, il y avait des localités, et voilà, il y avait tout ça, donc je fais, ok, d'accord, c'est bon, c'est bien placé, en fait. Alors, ce film un peu, donc oui, on est un peu perdu, mais je trouve que l'épreuve du film n'est pas là. L'épreuve du film est plus dans la forme, et je trouve que c'est une épreuve. Là, on est au début de semaine, on s'est fait un gros week-end, et pour les festivaliers, c'était le passage en force, l'épreuve du feu, l'heure de vérité, parce que c'était projeté le matin. Il y a un rythme relativement lent, lent, plus que long. Et déjà, on perd le spectateur parce que ça commence sur une scène de nos jours, où il y a une femme qui se balade dans la forêt, il y a une péniche sur l'eau, et on voit la péniche passer en entier. On se dit, là, ok, il va falloir être solide pour pas s'endormir. Et puis surtout, on voit une fille, une femme habillée de manière contemporaine, avec sa doudoune et tout, on se dit, oula, est-ce que j'ai pris le bon film? Donc déjà le doute chez le festivalier. Et ensuite, ça commence, et puis on retourne donc en 1820, on arrive en 1820, et là on a un rythme très très lent, et on a donc ce cuistot qui va chercher des champignons dans la forêt avec une petite berceuse derrière, et là je crois que c'est un film qui a perdu pas mal de monde dans la salle. En fait, c'est exactement là que j'allais en venir, je pense que j'ai été assez attentif, et j'ai réussi à me plonger dedans, tant que j'étais encore dans cette recherche de contexte historique, temporel. Et au moment du coup où c'est bon, j'ai réussi à me placer par rapport à tout ça et que j'ai commencé à me laisser porter, je me suis laissé totalement gouverné par le film, quoi. C'est extrêmement contemplatif. Alors c'est magnifique, hein. Il y a des plans très très beaux, mais c'est vrai que entre justement des plans qui prennent énormément le temps de se poser, les musiques qui sont très berceuses, très lentes, qui veulent jouer du côté léger de personnages justement qui sont des doux idéalistes rêveurs dans un contexte qui est pourtant pas simple à vivre, à trouver sa place. Et les gars, c'est juste des gros utopistes, quoi. Du coup, voilà, c'est léger, ça se veut comme tel. Et ouais, bon, il y a peut-être aussi le contexte du fait qu'on a enregistré tard et qu'on était fatigué. Mais c'est vrai que commencer par ça le matin, j'ai pas vraiment tenu, hein, je vous avoue. Marwan? C'est vrai que c'était compliqué. Et je trouve que le gros point, on va dire, fort de la réalisatrice, c'était de faire un truc qui en général est proposé par des courts-métrages. C'est souvent dans les festivals de courts-métrages, il y a dans une programmation toujours donc un court-métrage avec plusieurs sujets, mais tu as toujours le passage obligé du court-métrage contemplatif. Et en général, c'est pas du contemplatif qu'on peut voir très facilement. C'est le contemplatif où c'est par exemple un mec qui arrive dans une forêt et qui rencontre quelqu'un qui vit là-bas, et puis il l'aide mais il lui parle pas, il se regarde, et en fait tout se passe vraiment sur ce qu'il y a autour. C'est cette idée de contemplation, et en gros c'est de comprendre comme si tu allais faire un cours de faire de la méditation, ce genre de choses. C'est de se rendre compte de ce qu'il y a autour de nous, de l'importance des bruits, des sons, des images, et de ressentir au mieux cette expérience-là. Et là, je trouve que c'est le cas pour ce film, pour First Cow, où déjà la beauté des images est assez impressionnante, et en plus de ça, le rythme nous permet réellement de créer une immersion, de vraiment essayer de se ressentir, de s'envoyer, d'aller vers ces contrées lointaines. Et pour le coup, je pense que ce n'est pas un film à voir en festival, parce que c'est quand tu vas en festival, particulièrement dans quasiment la totalité de l'événement, il y a cette possibilité qu'on voit beaucoup de films, et en voyant beaucoup de films, on dort peu. Et le problème, c'est que quand on a un film avec un rythme pareil, on est souvent dans une possibilité de moins profiter du film, et ça, c'est bien dommage. Et ça a été aussi mon cas. Ouais. Vous n'avez pas pu profiter du film. Alors, moi, par contre, j'avoue que ça n'a pas été facile tout le temps, mais j'ai tenu, à part peut-être quelques absences, mais c'est vrai qu'on a un rythme très lent qui t'aide à suivre. En fait, l'histoire est relativement simple, hein. Ils veulent monter une boîte, ils traversent la forêt, ils veulent monter une boîte, et ils font leur truc, et puis bon, comme ils piquent du lait, vous pensez bien que tout va pas bien se passer. Mais oui, tout est très porté sur l'attention, les cadres sont très étudiés, tout est magnifique, on prend le temps, on est sur l'attention, chaque cadre s'admire, c'est presque une œuvre d'art. D'ailleurs, on cherche cette œuvre d'art, et d'ailleurs ça fait penser que, alors là, dans les infos qui nous sont données, notamment, dans les promos autour du film, Kelly Reichardt, donc la réalisatrice,
qui sera présente à Paris en janvier, du 23 janvier au 7 février, pour une rétrospective au Centre Pompidou de ces films. Voilà. Bon, je vous dis ça, si jamais ça vous intéresse, le style comme ça. Elle avait réalisé des films comme Wendy and Lucy, La Dernière Piste et Certaines Femmes, aussi notamment. Et alors, cette œuvre d'art, cette idée d'œuvre d'art, c'est beau pour l'esthétique, mais je trouve aussi que c'est intéressant sur ce que ça raconte. Je trouve que c'est beau. Souvent, les films de Far West, on voit des mecs qui vont s'entretuer, qui se courent après, ou qui vont chercher de l'or, ou qui sont des chasseurs de primes. Là, on a pourtant ce qui est pour nous l'archétype de l'Amérique. On a des entrepreneurs. On a des mecs qui veulent faire du business. Et je trouve que le plus américain, paradoxalement, c'est le chinois. Je dis ça pour grossir le trait, mais c'est ce mec-là qui est venu aux États-Unis pour monter des business. Dès qu'il parle, c'est pour imaginer un business. Il dit à San Francisco, il y a des hôtels. Bon, alors les mecs riches, on peut pas, mais les mecs qui en ont pas, on peut aller sur ce marché-là. Là, le lait, si on le vend à tel prix, on va faire ça. Et le mec, il est école de com à fond. Sans en avoir fait, mais il est toujours dans le raisonnement, et c'est ça qui m'a fasciné, c'est-à-dire que l'Amérique, c'est ça, c'est des entrepreneurs, celle qu'on la connaît telle qu'aujourd'hui, quoi, et qui vont même pour aller piller les ressources de quelqu'un d'autre pour s'enrichir. Je trouve que c'est un film qui raconte énormément de choses dans son histoire, même si elle est relativement simple. Et c'est une œuvre profonde, et même si elle est pas forcément facile d'accès quand on est fatigué, faut mieux avoir bien dormi avant ou avoir pris un bon café, je trouve que c'est une œuvre sur laquelle on peut se replonger assez facilement. Et alors, je sais pas comment il sera perçu par le public. Par le public, je crois pas. Il n'y a pas eu des masses d'applaudissements, mais il n'y avait pas l'équipe non plus. Et pour le jury, je sais pas, mais c'est une œuvre qui est très intéressante à analyser. Je pense on pourrait passer du temps sur chaque plan et sur même l'histoire en elle-même. Ça donne très envie de le revoir. En plus, le côté, tu disais que justement c'était presque une œuvre d'art. Partons du principe que de toute façon toute œuvre cinématographique en est une, mais pensée Bien comme une volonté de travailler chaque cadre pour que ce soit vraiment un enchaînement de tableaux. Chose que, si on était très honnête, tout le film devrait tenter de faire, mais c'est vrai qu'après des fois il y a du liant, et là c'est vrai qu'il n'y a pas de liant, dans le sens où ça vraiment enchaîne, chaque tableau sera magnifié, chaque plan a un sens, et aucun n'est mis là au hasard. Ça, c'est vrai que ça se ressent dans le peu de films que j'ai vu. Ça m'avait fait penser même un peu à du Roger Eggers. C'est Robert ou Roger? C'est Roger Eggers. Je vais pas dire de bêtises. Je crois que c'est Robert, mais je suis pas sûr de dire ça. Mais continue. Qui nous avait fait The Witch et The Lighthouse l'année dernière, qui était présenté à Deauville, et qui justement va aussi travailler énormément ces cadres de manière à ce que chaque chose soit signifiante, et on joue sur des cadres resserrés avec justement une utilisation d'écran réduite pour bien faire comprendre que tout est à sa place et que c'est calculé comme tel. C'est Robert Eggers. Voilà, et Kelly Richards, dont visiblement c'est fait. On avait Margot qui aime beaucoup le film, qui a beaucoup aimé celui-ci et qui aime bien le travail de Kelly Richards, qui me disait que c'était assez similaire à ce qu'elle faisait aussi habituellement, avec toujours cet esprit contemplatif qui challenge aussi l'œil du spectateur. Du coup, moi, ça m'intéresse de le revoir pour me rendre compte de ça avec un esprit plus reposé. Peut-être en janvier. Peut-être en janvier. Prochain 2021. Yep. Voilà, je sais pas quand est-ce que vous écouterez ce podcast. Si c'est en 2022, c'est râpé. Voilà. On ne sait jamais. Film intéressant à noter. Franchement, c'est un des bons plans de la journée. Voilà. Autre réalisatrice, toujours en compétition, Love is Love is Love d'Eleanor Coppola. Alors, on n'a pas d'extrait pour ce film, c'est vraiment dommage. Qu'est-ce que ça aurait été? Écoute, assez curieux. Alors, Eleanor Coppola, l'épouse de Francis Ford. Voilà, pas n'importe qui, madame, quand même. Voilà, dont Marwan a parlé il y a peu d'ailleurs. C'est ça. Face à son documentaire Art of Darkness, et j'avais même pas capté que c'était justement Madame Coppola qui avait réalisé ce documentaire. Ouais. Et c'est fou. Moi, j'étais ravi à l'idée de me dire qu'elle repartait justement dans le cinéma, qu'elle refaisait un truc. Elle a fait déjà un truc il y a 4 ans. À 4 ans balai, parce que Madame a 84 ans. Paris Can Wait. Voilà, j'étais putain, Madame Coppola, 84 ans, sort les baloches pour nous proposer un film. Ça ne peut qu'être cool. Alors, c'est sa deuxième fiction, du coup, parce qu'elle a fait les docs avant. Et là, c'est une compilation de 3 courts-métrages à propos de l'amour. Voilà. Les 2 premiers sont assez courts. Le 3e est un peu plus interminable.
Non, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Je pensais qu'il allait juste dire long au début quand on allait développer. Tu veux commencer par interminable, très bien, disons-le. Alors, le premier, Two for Dinner, c'est un couple qui se voit à distance par écran interposé. Sailing Lesson, c'est un vieux couple qui passe une journée sur un voilier. Et Late Lunch, c'est une jeune femme qui réunit des amis de sa mère décédée, défunte, pour l'honorer et parler d'elle durant un repas avec ses amis. Et donc c'est pendant 1 heure. Donc on va filmer une scène de repas pendant 1 heure, fête de thé et autres. On va y venir. Ce qui est fou, c'est que le premier court-métrage m'avait intéressé. Alors je le trouve pas bien non plus, hein, même contrairement aux autres, mais il était un peu espiègle. Et surtout, je me suis dit, c'est cool, elle a l'air de s'être un peu inspirée de sa vie, parce que on parle, du coup, le personnage principal est une femme qui va au restaurant avec son mari par Skype. Parce qu'ils peuvent pas se voir et parce que son mari, il est réalisateur, il est producteur, il est en tournage actuellement, du coup, il est pas avec elle là tout de suite. Donc je me suis dit, ouais, elle a pu s'inspirer de ces moments où Francis partait justement et qui s'écrivait de longues tirades épistolaires et tout ça, ça va être intéressant. Bon, au final, il est excessivement court, ce métrage. Il s'arrête en cul de poisson juste pour dire, il y a une blague. Voilà. Et tu te dis, bon allez, peut-être que si elle faisait une dizaine de petits courts-métrages comme ça, des petits enchaînements de scénettes, ce serait espiègle. On va pas en entendre grand-chose, il y a rien d'original, mais amusons-nous. Et puis il y a les 2 autres. C'est ça, c'est-à-dire que le premier, il y a une chute, le deuxième, il y a un semblant de chute. Et puis quand le troisième arrive, on regarde sa montre, on fait mais attends, le film fait 1h30 et on est déjà à 45 minutes. Et en fait, on passe 3 quarts d'heure avec justement ce repas qui n'en finit pas. Oh non, mais attends. Et on passe d'une scène de repas à une autre scène de repas, et c'est toujours le même. Et elle se raconte des anecdotes décousues, qui n'ont juste que pour lien cette personne, donc la défunte. Et il n'y a pas on ne s'attache pas au personnage. Il y a une française caricaturale qui arrive. Il y a 2 françaises caricaturales, parce qu'il y en a déjà une. Il y a le restaurant français dans le premier court-métrage aussi. Tu sens que c'est le film qui cochait des cases pour aller à Deauville. Mais qu'est-ce que c'est venu foutre dans la compétition, surtout, quoi. Et puis c'est plan-plan que ça en peut plus. C'est cucu, le dernier, là, c'est assez dur à subir. Et puis, quand tu crois qu'elles vont partir, elles ressortent un truc. À un moment, elles sortent. Elles sont fans de claquettes. Alors, avec la traduction, on croyait que c'était des sandales. Et en fait, non, c'est des claquettes. Du coup, on se dit, non, elles vont quand même pas faire des claquettes. Elles vont faire des claquettes. Oh, punaise. Marwan. Et on a le meilleur montage du film. C'est pas Marwan? Ouais, c'était avec un fondu enchaîné, mais du feu de Dieu, où on a l'impression de voir une œuvre totalement incroyable qui passe sur TF1 qui s'appelle Le Feu de l'amour. Non, vraiment, j'étais assez déçu, triste de voir que finalement, elle n'est pas bonne en fiction et qu'elle est peut-être dans une idée de vouloir faire quelque chose qui lui plaît, qui lui parle et qui n'est pas du tout le cas pour nous. C'est parce que c'est pas du tout intéressant, dans le sens où c'est pas inspiré, c'est pas bien écrit. Et aussi, avant d'en dire plus, ce que j'ai remarqué également, c'est que peut-être que je me trompe, mais pour l'instant, j'y crois vraiment pas, c'est que la plupart des films de la compétition donc, sont faits par des gens plutôt jeunes, entre guillemets, et c'est quasiment que de la péloche. Et le seul film qui est fait en numérique, qui est fait avec des cams numériques, c'est ce film-là, fait par une personne de 84 ans. Et je trouve ça rigolo, le fait de dire que ça peut être la pellicule peut être désuète pour les jeunes, et que tu vois, en fait je pense que c'est toujours un outil qui est utile et qui le sera toujours. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que dans tout ça, cette caméra là, ce numérique là fait que c'est pas très beau. C'est horrible, hein, on dirait un vieux téléfilm M6 tout du long, quoi. Totalement, c'est trop éclairé, tu vois, genre la lumière, en gros le blanc est trop blanc. T'as vraiment l'impression, c'est ça, de voir une pub, tu vois, et tout le long, et c'est mal composé, des fois c'est feignant. Et après, pendant un moment, je me disais peut-être que ça pouvait être bien, parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais en gros, je me dis, tiens, ça peut être intéressant de parler de l'amour à un certain âge, parce que c'est rarement fait.
Et parce que moi, j'ai pas été aussi choqué que toi, Thierry, par rapport à ce deuxième court-métrage, mais j'ai trouvé moyen, tu vois. Mais le troisième m'a achevé pour me faire comprendre à quel point c'était pas terrible. spécialement choqué, j'étais là en me disant on garde un peu le ton du second avec cette espèce de mari qui tout à coup appelle sa femme pour lui dire en fait si je me suis cassé hier soir c'est parce que je m'emmerde avec toi et j'ai envie d'avoir une nana. Et du coup ah bah tiens allons faire de la voile. Il y a une idée de départ quoi, et dès qu'ils sont là-dessus on s'emmerde. Alors est-ce que c'était une façon de montrer qu'ils ont rien à se dire, mais putain c'était chiant quoi. Puis c'est filmé de manière ultra générique. J'avais l'impression de voir à la fois une bande, tu sais comment dire, les publicités d'entreprise. Ouais. Avec ce côté blanchâtre. informatif. Regarde mon beau bateau, regarde la belle maison, C'est t'as vu ça. comme la déco elle est belle. Et ouais, tu parlais tout à l'heure Thomas du montage après quand elles se mettent à chanter là et qu'on a le générique des Feux de l'amour en direct. Toute la salle a rigolé à ce moment-là. Ah non mais ça en pouvait plus quoi. Mais par contre ce qui est fantastique, enfin moi en fait ce passage là, ce passage du repas, même si tout le monde en fait 3 tonnes. Bon pour les actrices c'est une parfaite bande démo quoi. Elles ont juste à montrer ça, tu vois, en mode t'as vu je sais faire des monologues et oulala je peux être poignante. Ça raconte rien, c'est pas intéressant. Mais en fait, j'ai trouvé ça extrêmement réaliste. Je me suis dit, en termes d'écriture, c'est du génie parce que quand tu fais une espèce de veillée funéraire comme ça, où tu connais pas réellement les gens que t'as en face de toi, où tu sais pas quoi te dire, où t'as envie de faire des anecdotes sur la morte, mais tu sais pas si ça peut vexer d'autres personnes, bah ça ressemble un peu à ça. C'est interminable, c'est chiant. Du coup, en fait, moi, pendant ce moment-là, j'ai explosé de rire et ça faisait beaucoup rire à Valentin. Je disais, c'est un torture porn en fait, ce truc. C'est un putain de torture porn ultra réaliste sur. T'as vu, on s'emmerde. Mais je te le montre jusqu'au bout. Mais je pense qu'Eleanor, en réalité, si d'un coup elle nous dit, ouais, en fait, si c'était à voir au 3e degré, là, moi, je l'applaudirais, elle aurait gagné, hein. Mais ça m'étonnerait. Mais oui, non, je suis pas sûr. Même par rapport au jeu d'acteur, tu vois, c'est assez approximatif. Et puis, c'est une fainéantise de vouloir faire du fan footage, entre guillemets, pour... du fan footage. Non, je me suis trompé de terme. Genre, utiliser Skype pour faire tout le découpage du premier court-métrage. Enfin, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et en réalité, ça raconte rien. Oui, on a un habillage d'écran d'ordinateur, on a l'impression d'être sur son écran. Tu sens que c'est un film qui a été fait pour être vu sur un ordinateur. C'est pour pouvoir caler le placement de produit Apple, mais en continu. C'est ça, peut-être. Et les bouteilles de Coppola, tu vois. C'est vrai qu'ils boivent des bouteilles du vin Coppola. Comme ça, alors après, c'est discret, mais oui, on le reconnaît. On le reconnaît assez. Ouais. Mais je pense que la plupart du public âgé de 2000 a dû apprécier ce film parce qu'ils ont dû vraiment se voir dans ces personnages-là. Parce qu'ils arrivaient à suivre. Oh, c'est pas gentil, ça, quand même. C'est ça. Oui. Bon, ça, c'était la compète. Voilà. Il y avait aussi des films en avant-première avec une thématique. Et là, cette fois-ci, c'est la thématique de l'éducation. Critical Thinking, le premier de John Leguizamo. Avec John Leguizamo, on écoute un extrait de bande-annonce. We got our own hot streak here in Miami. It's gonna hit 95. We ain't got no milk. Ain't getting none neither. Hey, yo! Yo! Now, people, this is going to be very basic for some of you. What you've got is 64 squares, 32 pieces. It doesn't matter how rich or poor you are, what Ivy League school you may go, may not go to, because chess is the great equalizer. We got a tournament coming up in a couple days. Il y a un tournoi qui arrive dans quelques jours. Attention, il faut se préparer. Critical Thinking, donc de John Leguizamo, qui joue un professeur d'échecs, le jeu d'échecs, dans un lycée, matière optionnelle, qui récupère d'ailleurs tous les élèves qui foutent un peu le bordel. C'est un peu la voie pour délester les autres cours. Donc il se retrouve à essayer de gérer cette classe. On est dans une école publique, dans un quartier défavorisé, et donc on va aider ces jeunes à s'en sortir par les échecs, et on va leur donner confiance en eux en allant à ce fameux tournoi régional, puis après tournoi de l'État, puis après tournoi national, parce que bon, c'est comme ça, hein, c'est une belle histoire de tournoi et de sport. On pourrait remplacer les échecs par n'importe quoi. Sauf qu'il s'agit d'une histoire vraie. La dernière histoire vraie sur les échecs que j'ai vu, c'était un biopic qui s'appelait Le Prodige avec Tobey Maguire. Je me suis emmerdé comme un rat mort. J'espère que c'était pas pareil parce que j'ai pas vu le film du coup, mais vous vous êtes amusé ou pas ?
Bah c'est ça, le truc c'est que en fait le film en tant que tel est assez moyen, mais j'ai pris un certain plaisir à le voir et pour plusieurs raisons. Parce que avec Thomas, je pense avec Thierry, on se disait bah tiens ça va être le mec qui arrive pour sauver des jeunes, donc comment va-t-il réussir à les sauver par... Allez les jeunes, on va jouer aux échecs. C'est ça, par ça. Et là genre, c'est un peu comme disait Thomas, c'est la roue. Donc là on tombe sur les échecs. Et on avait un peu cette crainte du film générique. C'est une crainte à demi confirmée, mais l'autre moitié je pense fait que c'est un film qu'on ne reverra pas parce que en réalité c'est pas un film à revoir, mais sur le moment on aura passé un très bon moment. Et parce que il parle donc d'une réalité qui très très bien d'une réalité qui existe dans des quartiers défavorisés où en fait la survie est soit par le sport, surtout aux États-Unis, soit par la drogue. Et voilà, donc c'est ça qui est impressionnant, c'est que le film arrive par plusieurs mécaniques à te le faire comprendre. Parce que voilà, j'ai pas envie de spoiler parce qu'en réalité il y a un moment très important au début qui nous fait comprendre la chose. Je ne le dirai pas, mais il arrive par ces mécaniques à nous faire comprendre ça. Et en plus de ça, je trouve que la force du film, c'est ces acteurs, ces personnages, c'est des jeunes totalement solaires qui ne jouent pas forcément tout le temps très très bien, mais qui ont cette énergie, cette folie, cette envie d'en donner qu'on a envie de les suivre. T'en penses quoi, Thomas ? Ouais, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que autant j'avais très peur du scénario, je savais pas que c'était. On est arrivé un peu comme ça sur ce film en fonçant, on s'est dit allez encore ça touche. Voilà, on pique au hasard un sport ou une activité, hop, c'est les échecs. Et bon, alors en fait, on apprend à la fin du film que c'est une histoire vraie, qu'effectivement, ce sont 5 jeunes de Miami dans un quartier compliqué qui ont été champions d'échecs. En plus, ils avaient en fait, mais heureusement qu'on te dit à la fin que c'est tiré d'histoire vraie, parce qu'il y a tellement de trucs. Déjà, c'est une équipe de 5 mecs dans une classe mixte, donc on pourrait se dire mince, qu'est-ce qui se passe, hein, ils sont là, les personnages partent et repartent. Enfin, ils arrivent, ils repartent. Il y a un jeune prodige qui débarque dans l'équipe. Bon, ok, super. Les éléments pop un peu, mais parce qu'en fait la situation est comme ça, c'est que la vie est comme ça, c'est-à-dire que du jour au lendemain la situation peut changer, on peut ne plus être là. Effectivement, ils ont pas beaucoup de situations, ils ont pas d'opportunités. Il y en a un, sa seule opportunité c'est d'aller vendre de la cam dehors, et c'est une situation dangereuse parce que quand il y a des vendeurs de cam dehors, les coups de feu ça part vite. Donc c'est une situation très dangereuse. Quand on suit un personnage, on n'est pas sûr de le suivre jusqu'au bout du film. C'est totalement ça. Et c'est en ça que, en fait, oui, c'est en ça que le cheminement est extraordinaire. Après, ça reste quand même un film de tournoi. Mal filmé par rapport à ça. Ouais, on comprend pas trop les règles des compétitions. Heureusement, ils expliquent quand même un peu les règles de l'échec, les règles des échecs, même si c'était rapide. Voilà, puis on essaye 2-3 trucs pour filmer des échecs. Par exemple, quand il leur explique une partie historique, il est sur le tableau, donc il leur montre avec des aimants sur un tableau exprès la partie d'échecs. Voilà. Après, en tournoi, c'est assez grossier pour exprimer. Par exemple, quand il y a le prodige qui écrase quelqu'un, il reste qu'une seule pièce sur le terrain. Bon, en principe, quand tu écrases quelqu'un aux échecs, tu lui prends pas tous les pions. Tu fais ça en 2 coups, c'est plié, merci, au revoir. Bon, mais bon, pourquoi pas. Au moins, on comprend, quoi. Quand on n'y connaît rien aux échecs, on arrive à suivre. Voilà. C'est ça, même si en réalité, des fois, il arrivait qu'on ne voit pas vraiment ce qui se passe, donc c'est vraiment... Et on avait l'impression d'avoir une sorte d'incompréhension parce que la musique crée un suspense alors qu'on ne voyait pas grand chose à l'image. On voyait que les personnages, mais on ne voyait pas la situation. Et en général, c'est ça l'idée, c'est que quand t'as une musique, on va dire, intense, qui doit, on va dire, nous faire ressentir des choses en mode tiens, il va se passer des trucs, bah là on voyait juste les personnages jouer, mais sans voir les pions avancer ou vite fait ou sur un quart d'écran. Et ouais, ça c'est dommage. Et puis aussi, je trouve que ce qui est dommage aussi, c'est que c'est des fois les personnages secondaires ou des fois des comportements qui, je trouve, étaient pas très bien ciselés. Je trouvais que c'était plus dans l'idée de devoir compléter quelque chose qui était vrai. Par exemple, le personnage de la copine ou comment il s'appelle, de Cédric, ou même le père
Oui, en fait, il y a un élève qu'on va suivre plus que les autres. Voilà, hein, c'est lui, ouais, c'est Cédric. Et voilà, et je trouvais ça dommage en soi de leur donner qu'à chaque fois qu'une utilité. Et bien qu'en réalité, voilà, c'est que le film, je pense, ne veut pas en dire plus. Et puis après, l'acteur, le comédien qui joue le professeur, je le trouve aussi assez par moments dans le surjeu. J'ai l'impression qu'il n'arrivait pas forcément à donner une énergie qu'on peut voir des acteurs qui jouent des professeurs ou ce genre de personnages là. Mais voilà, mais sinon aussi un point très très important à dire, c'est la première fois et c'est la pire traduction de sous-titres que j'ai pu voir de ma vie. Ouais, alors visiblement, je sais pas, non, c'est Ace Entertainment quand même, mais qui distribue le film. On n'a pas de date encore de sortie, on ne sait même pas s'il sortira ou s'il sortira en DTV, on ne sait pas. Donc, ouais, peut-être que ça sent le sous-titrage qui a été fait à l'arrache pour le festival, où il y avait des fautes, des fautes de frappe, ça arrive, mais il y avait aussi des erreurs de traduction assez grossières. Par exemple, on est sur un jeu d'échecs, un des joueurs dit à l'autre, bah, check, et donc c'est traduit par vérifie. Bon, ok, au lieu de échec, quoi. Je veux dire, là, il y a pas de problème de contexte, en fait. Donc, bon, écoute. Ça me rappelle une traduction hasardeuse sur The Office, dans les traductions Amazon, où t'as un personnage à la fin qui se sent biaisé d'une situation, qui fait « Oh, come on !» Et ça pourrait être traduit par « sérieux » ou « Ah, mais vraiment ?» tu vois. Et ils ont mis ça en mode « Allez, venez !» Ah merde. Voilà, mais ça, à la limite, les sous-titres, c'est pas l'œuvre en elle-même. Donc, non, mais c'est le genre de truc qui peut être récupéré plus tard. Un point lourd, ouais. T'as jamais joué aux échecs, tu joues à ça en français. Allez, vérifie. Ouais, c'est ça. Vérifie. Je veux un remis. Et du coup, pendant un moment, échec et maître bateau. Non, mais à un moment, la traduction dit il veut un remis. Et alors, mais il veut un remis. Mais qu'est-ce que. Il veut un remis au sort. Je comprends pas. Draw. Ah, un ex-aequo, une égalité. D'accord. Oh là là. C'est ça. Bon, en tout cas, je pense que ce film est intéressant et plaisant à voir, mais ça n'est pas en soi une œuvre. C'est une œuvre moyenne dans tous les cas. Donc ouais. Voilà, donc c'est un petit film que tu pourrais voir si un soir tu t'es un peu fatigué, t'as pas envie forcément de t'investir d'un film important, et que t'as juste envie de voir un petit truc sympa qui va te foutre un peu le feel good aussi, parce qu'en vrai c'est un peu ça. Et puis il a envie de rejouer aux échecs, parce que là j'ai envie de rejouer aux échecs depuis. Bah du coup ça a marché. Ouais. Voilà. Je suis vendu. Non mais c'est ça, c'est que c'est un film comment. Grave. C'est un film sur les échecs comme ça qu'on a vu 1000, enfin sur les sports, sur les tournois qu'on en a vu 1000. Et je trouve, il y a un truc par contre que je trouve un peu dommage du coup, c'est que ce jeu d'échecs, ça leur a changé la vie à ces gamins quand même. On les voit quand ils sont adultes et ils te le disent, ça leur a changé la vie. Et on sait pas tant ce qu'ils sont devenus plus tard. On sait qu'ils ont survécu du coup, hein, je dis survécu comme si c'était en zone de guerre, mais bon, pas loin. Hein. Pas loin, ouais. Mais par contre, ouais, en fait, c'est plus une philosophie de vie, mais j'ai pas senti ce côté philosophie de vie dans leur comportement, quoi. Bah pour le coup, je trouve que c'est pas forcément le jeu d'échecs en soi, même si en réalité ça apporte, je pense, une rigueur et d'analyse aussi, tu vois. Et là, on peut comparer leur vie avec les échecs. C'est que, en fait, il faut savoir déplacer les pions pour atteindre l'objectif. Et pour eux, l'idée de partir d'un point de départ où tout est possible, et même si eux n'ont pas forcément la possibilité d'aller aussi loin, on leur donne pas cette prétention-là, ils ont tout à prouver, et l'idée qu'ils arrivent à gagner le prix du pays fait que on pensait à leur naissance, enfin personne ne pensait que ces jeunes-là qui vivent dans des lieux assez on va dire assez pauvres, qu'ils allaient aller aussi loin. Et c'est ça cette idée, c'est que tout est possible. Et je pense que quand tu vis une expérience pareille, et que tu continues à jouer aux échecs, que tu rencontres des gens avec qui t'es ami, bah t'as une réflexion qui est folle, quoi. Ouais, ça forme l'esprit. C'est ça. Exactement. On continue dans l'éducation avec l'autre avant-première, Bad Education. Ouais, je le dis tellement bien. Bad Education de Corey Finlay avec Hugh Jackman.
un extrait de bande-annonce. Please join me in welcoming to the stage our district superintendent and my friend, Frank Tassone. In Long Island, the town is only as good as its public schools. The better the school system, the higher the price tag on the homes. These are the best early decision numbers that we've ever seen. I wanted to make a difference. I got us all the way to number 4, and I will get us to number 1. Get us to first. That's all that matters. Hey, Frank. Yeah. I've been doing some digging. I'm concerned with what I found. Hashtag rend l'argent, le film. Par contre, attends, parce qu'on en parlera après là. Sérieusement, il y avait vraiment le début de Hush à la fin de la bande-annonce. Ils auraient pu le mettre dans le film, quoi, ça aurait été cool. Et non, c'est une bande-annonce. On met des musiques sans avoir forcément la musique du film. On envoie. Hush était dans Wati, moi je suis content. Oui. Bad Education, donc l'histoire vraie, tirée d'une histoire vraie de Frank Tassone et Pamela Gluckin, qui dirigent un établissement scolaire. Et en gros, c'est ils vont taper dans la caisse et ça va donner le plus gros scandale de détournement d'argent des États-Unis, d'argent public. Ils ont détourné 2,2 millions pour l'un, 4,3 pour l'autre. Ouais, 11 millions quoi. En gros, les débordements avec leurs copains, plus ce qu'on ne sait pas. Mais voilà. Je veux dire, à eux deux, il a été reconnu ça. Déjà, c'est énorme quoi. Je trouve qu'aux États-Unis, c'est un minimum. Après, bon. Si tu veux entretenir la famille... Si tu veux passer dans le New York Times, c'est clair que tu tapes pas 10 balles à ta mère. Quoi. C'est ça. Et ils sont tombés à cause de la journaliste de la Gazette du lycée. Voilà. Et c'est une histoire vraie. C'est tiré d'une histoire vraie, donc avec Hugh Jackman et Allison Janney dans les 2 rôles principaux. Film qui devrait sortir normalement. Mais bon, là, c'est en ligne, donc ça devrait aller le 13 septembre 2020 sur OCS. A priori, ça ne sera pas décalé. Comment avez-vous ressenti ce film ? Est-ce qu'il s'en sort avec la mention ? Il s'en sort avec une mention passable pour moi, hein, tu vois. Et pourtant, passable, moi je me rappelais que je me prenais des fessées quand j'avais ça. Donc c'est que c'est pas terrible. Oh. Non, je suis assez mitigé et assez déçu au final, et plus j'y réfléchis, plus je me dis que le film en fait m'a proposé plusieurs pistes de lecture et quelques promesses, et qu'au final celles qu'il développe au maximum c'est pas assez, et les autres sont totalement laissées de côté, et ça m'a énormément frustré. Le film met tellement de temps à démarrer qu'au début j'ai vraiment cru qu'il allait s'arrêter à bon, l'autre, elle a acheté une PlayStation, elle a volé 2000 balles. J'étais là, je fais, ils sont vraiment en train de nous faire le film. C'est pour ça que j'ai dit, t'as tapé 10 balles à ta mère. Je fais, ils sont en train de nous faire un film sur le gamin qui a tapé 10 balles dans le portefeuille à sa mère pour s'acheter des bons becs. Je veux dire, dans une école, bon, 2000 balles c'est beaucoup, mais c'est vrai qu'à l'échelle d'une école, on parle de détournement de fonds. Je fais, c'est tout. Bon, heureusement que ça se développe un peu derrière, quoi, et qu'on voit qu'il y a un gros paquet derrière l'iceberg. Mais, pour moi, le film se perd dans plein de trucs. À la fois, il te fait croire qu'il va être un film d'enquête et il le fait pas du tout. Alors, laissons ça de côté. Mais du coup, moi, j'étais ultra frustré parce que j'adore ça et on le voit pas. À côté de ça, il te montre qu'il va y avoir un procès pour ces personnages et qu'on va forcément devoir t'y emmener. Donc, tu te dis, ce qui va être cool, c'est qu'il va y avoir un climax au moment du procès et ça va être fort. Il va y avoir des gros avocats qui font des tirades. On adore tout ça. Et tu l'as pas. Et au-delà de ça, on va te dire du coup que, on va te montrer le point de vue de ces personnages qui vont tout faire pour maintenir les faux semblants, pour maintenir leur couverture et pour faire en sorte qu'on les dévoile pas. Et du coup, c'est ce truc-là qui est développé au maximum, et je trouve que c'est clairement pas assez. Parce que j'ai pas apprécié ça. Et pourtant, c'est dommage parce que, au contraire, les faux semblants aux États-Unis, c'est un sujet tellement important dans le sens où, quand tu compares les Français, entre guillemets, là, pourquoi je fais des grosses guillemets, et les Américains, c'est que les Américains sont gentils, mais en réalité, ils ne disent pas vraiment ce qu'ils pensent de l'autre, quoi. Il y a ce côté-là quand tu rencontres des gens. Et alors que nous, on est beaucoup plus cash. Et en fait, c'est un peu ça aussi aux États-Unis. C'est le culte de l'apparence, que ce soit avec la télé et tout ça. Et ce mec-là, c'est une pure victime, entre guillemets, dans le sens où il voulait tellement être dans cette perfection, jusqu'à s'inventer une femme, jusqu'à s'inventer, rentrer dans un moule, que voilà, il est parti. En fait, moi je pense que c'est pas l'histoire d'une enquête. Je pense que dès lors que tu t'es trompé de route, tu vas être forcément déçu. C'est l'histoire d'un mec qui va se faire choper.
J'ai bien compris, mais sauf que je trouve que c'est pas du tout bien montré là non plus en fait. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Voilà, pour le coup, je vois bien ce que ça fait. Au final, j'ai bien compris ce que ça essaie de faire, mais c'est vrai que ça le fait pas très bien. Et de la part d'un film, et pareil, on va y venir ensuite, qui est aussi vulgaire dans sa mise en scène et aussi tape à l'œil et aussi gros sabot tout le temps. Il était là pour faire du clinquant, le film, quoi, pour nous faire du gros rentre dedans. Donc, qui pousse le trait, quoi. Qui n'hésite pas à montrer le mec qui arrive limite avec son cortège dans l'école, avec les gens qui le regardent. Ah, regardez, c'est le directeur, il est tellement merveilleux pour nos enfants. On nous voit à peine 2 pauvres scènes de personnes qui le remercient. On nous dit, oui, t'es apprécié, mais on ne montre pas à quel point le mec a réussi à vraiment se faire une image de fou qui fait qu'on n'est même pas capable de le soupçonner et qu'il a même un comptable qui lui lèche dans la main alors que le gars, ça fait des années qu'il tape dans la caisse, quoi. On voit quand même, non, si on voit tout le boulot qu'il fait pour être apprécié. On voit que dès qu'il y a un élève, il passe du temps avec, même si c'est le grand directeur. C'est montré, je suis d'accord. Je trouve ça effleuré. On le voit en train de réviser tout le portfolio de la boîte, savoir qui bosse à quel service et qui fait quoi. Il reconnaît des élèves 15 ans après. C'est un mec qui s'investit énormément dans son truc, on le voit. Et puis, oui, c'est quelqu'un. Et puis il y a un basculement parce que bon, c'est une histoire vraie, donc on sait que le mec a détourné et que bon, il est pas net. Mais quand tu connais pas l'histoire, pour un Français par exemple, donc désolé, on vous a spoilé le film, hein, voilà. Au début, il est sympathique ce mec. Ouais, c'est vrai qu'il y a même des doutes où tu repars un peu en arrière. Tu vas un peu redouter. Et en plus, c'est une affaire, comme les gros scandales, c'est par feuilleton. C'est-à-dire qu'au début, on tire un peu le fil, puis on trouve un truc bizarre, et puis hop, on trouve un gros truc, puis on dit, oh, quand même, c'est beaucoup. Et puis pouf, on s'aperçoit que c'est beaucoup, mais ça cache encore quelque chose derrière qui est encore plus énorme. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'on dit, oh, le pauvre vieux, quand même, il lui arrive ça sur les bras. Bon, alors il a vraiment pas de chance, comment est-ce qu'il va gérer ça, tu vois? Et il y a une évolution, et je trouve que ça marche bien. L'enquête, tu dis qu'il y en a pas, je suis désolé, il y en a une. Et là, c'est en fait, tu vois, avant que tu parles de l'enquête, pour moi, je vois exactement ce que tu vas dire. Tu vas dire, on a vu ça, et exactement comme quand on nous décrit qu'il est investi. On nous le montre, mais on le développe pas. On nous le montre juste par bribes pour nous dire, il fait ça. Donc oui, tu comprends, évidemment. Mais c'est pas appuyé, et du coup j'ai l'impression qu'ils se sont dit alors qu'est-ce qu'il faut cocher pour qu'on comprenne ce qu'il fait. Ouais, mais on aurait appuyé plus, on aurait dit que ça aurait été surligné au marqueur. Sauf que le film passe son temps dans sa forme à surligner absolument tout ce qu'il fait, ne serait-ce que par sa musique qui est les énormes orchestrations pour un film qui se veut au final minimaliste. C'est un peu abusif, quoi, je veux dire. T'as vu ça où que c'était minimaliste? Non, mais je veux dire, je trouve que l'ambition musicale qu'ils foutent dedans par rapport à ce qu'ils te montrent dans les passages où ils te le montrent, c'est ridicule, hein, ils te mettent des énormes orchestrations limite pour te faire juste des passages de ville en ville, quoi. C'est grossier, quoi. Donc là, de la part d'un film qui justement veut surligner plein de choses et qui passe son temps qu'à effleurer les trucs en se faisant croire qu'il est subtil. Moi, je trouve que tout le temps dans l'entre-deux, quoi. Moi, je trouve que l'histoire est claire. Alors, c'est peut-être un peu surligné comme tu dis, mais il y a assez de touches pour qu'on comprenne l'histoire qui pourtant est complète. C'est quand même une histoire de détournement de pognon d'11 millions de dollars. Donc, pour savoir comment ça s'est passé, je trouve que c'est très clair. Bon, certes, c'est peut-être le but et que c'est pas exigeant, mais au moins on comprend l'histoire. Et pourtant, les affaires comme ça, il y a beaucoup de films qui se prennent les pieds dans le tapis. C'est rythmé. C'est un des films sur lequel, franchement, là, on peut pas. Je crois pas que. Non, je vais pas dire que je me suis ennuyé. Voilà, on s'ennuie pas. Il fait 1h48 et ça marche bien. Alors, c'est un film HBO, alors ils savent aussi faire des shows qui, normalement, pas toujours, mais là, bon, sur 2 heures, ils peuvent quand même faire un truc un peu nerveux qui se tient. Moi, je trouve que ça se tient, on perd pas le fil, on reste de bout en bout dessus. Alors non, effectivement, c'est pas du grand cinéma, on est plus sur de l'excellent téléfilm, je trouve. C'est ça, ouais. Et, mais bon, non, franchement, je trouve... c'est plutôt une bonne chose. Tu vois, genre, je teasais un peu derrière en disant on dira ce qu'on pense du film OCS. On n'a toujours pas reçu de pognon et je pense toujours que le professeur et le Madman, c'est toujours pas très bien. Bon, je dois pas être la cible, mais je trouve voilà. Et non, celui-là, j'étais un peu plus ciblé, voilà. Ça marchait mieux, je trouve. Non, mais pour le coup, je vous rejoins tous les deux, c'est que je le trouve passable. Mais il fait le travail il fait le taf, en termes de divertissement et puis en termes d'acteur aussi. Parce que je trouve que Hugh Jackman arrive à incarner un personnage, on va dire, ambigu. Il sait jouer l'ambiguïté, il sait jouer l'homme du spectacle.
Et je pense que c'est en ça que le film arrive à nous divertir. Et en fait... Et Alison Janney, elle est merveilleuse. Ah oui, elle est extraordinaire. Rien qu'avec son visage, sans rien dire, rien qu'avec son expression, mais t'es tordu, quoi. En fait, tu as un passage où elle se fait, où elle est face à des contradictions, elle se fait gauler, mais tu bascules, t'es complètement avec elle. Ouais, c'est vraiment ça. Et c'est avec elle, tu ressens quelque chose. Soit ça te fait marrer, soit t'es choqué, tu te dis, il se passe quelque chose, quoi. Non, on l'a entendu dans la salle en plus. Hein. Vraiment, c'était juste en un regard, elle arrive à nous partager des regards circonspects, des regards plutôt énervés, mais à chaque fois, en fait, ça nous pousse au regard parce que, en général, il joue beaucoup sur vraiment des gros plans avec, je trouve, comment on dit ça, ouais, une courte focale pas entière, tu vois, genre pas le truc vénère, mais un peu plus courte que d'habitude pour rendre le visage plus, un peu déformé dans le sens où on voit plus leurs émotions, on est plus observé par leur regard ou par leur réaction. Et ça, c'est assez drôle aussi. Mais ouais, après, c'est ça. C'est que je pense que le sujet était trop fort. Et en gros, en général, le gros point faible des histoires vraies, c'est que on veut en faire quelque chose de... Enfin, on veut faire ressentir cette puissance, enfin, cette histoire de folie. Dire que regardez ce que vous allez voir, c'est un truc de fou. Mais des fois, en voulant trop en faire... Bah, on n'en fait pas assez et puis on le fait mal. Et on le fait moyennement bien. En vrai, qui trop embrasse mal étreint. On va terminer sur cette très belle... Il y a des citations. Citations. C'était nos retours sur les films projetés ce lundi 7 septembre. Avant de se quitter, est-ce que vous avez des attentes pour demain, mardi 8 ? Non. Aucune. Pour le coup, vraiment, c'est que ça va être que de la découverte par pur hasard. J'attends rien du tout. Là, pour le coup, je pense que le prochain film où j'ai de l'attente, c'est mercredi. C'est avec le documentaire qu'ont vu mes compères sur le film L'Exorciste. Ah, le documentaire tout pourri, là. Ouais, toi, je vais te tuer. Sur un film encore plus nul. Ah bah ça... Ouh là là. Bon, et quand tu c'est veux, de la promo gratuite. Marwan, n'envoyez pas des tweets. On fait une rétrospective Friedkin d'ailleurs. Histoire en 2 secondes. En gros, je l'ai revu récemment au cinéma et avec une amie. Et en gros, c'était à UGC Léal, gros film qui, je pense, attirait pas mal de jeunes en mode c'est la film qui fait peur. Et au bout de 15 minutes, t'as alors 3-4 rangées de jeunes qui sont cassés. C'est assez rigolo. En mode putain, c'est pas un film d'horreur quoi. Alors que c'est absolument parfait comme film d'horreur. Voilà. Bien, demain, on se retrouve pour une thématique jeunesse torturée. Ah. Voilà, je suis en train de voir la liste des films là. Torturé physiquement ? Non. Mais là, je torturais mentalement parce qu'on est toujours en réflexion sur l'espace soi-même. d'un instant, je me suis cru aux hallucinations collectives ou à l'étrange festival. J'étais heureux là. Non. Ça me rappelle mon enfance. Là, on voit sur la promo, c'est des thèmes bien sombres sur les images de promo. Holler, Giant Being Lonely, Don't Tell a Soul et Sounds of Philadelphia. Qu'est-ce que ça vaut ? On verra ça demain, tout simplement. J'aime bien les titres. Bah oui. Merci Thierry. Mais de rien. Ah mais attendez, avant de finir, je tiens quand même à préciser que du coup, je ne suis pas venu avec vous pour... Pourquoi le film d'échecs, oui. Le film de Critical John Thinking, Leguizamo. ouais. Parce que je suis du coup allé voir un film que vous m'avez conseillé hier. Je suis allé voir Uncle Frank. Ah, et voilà. alors ? Je vais juste en dire 2 mots. Je suis ravi, vous l'avez super bien vendu, même pas assez. Ce que j'ai dit à Gabin quand je suis arrivé à l'appart, c'est... il fallait quand même peut-être préciser que c'était pas pratique de pleurer avec un masque. C'est sublime, bordel, quoi. C'est vraiment génial. Pour l'instant, je suis assez d'accord pour dire que c'est le meilleur film de la compète. Alors, je mets pas encore tous mes pronostics dessus parce que j'ai pas vu les autres. Mais, bordel, c'est génial. C'est super bien écrit, c'est beau, c'est un récit d'acceptation qui est pas pâteau pour dessous, qui paraît original alors qu'il il touche aussi à des choses qui ont déjà été éculées, mais il le fait parfaitement bien. Le duo entre Paul Bettany et son copain est tellement génial. J'avais tellement peur aussi d'ailleurs que ce pauvre copain qu'on laisse derrière n'intervienne plus dans l'histoire alors que je l'ai adoré. Il est magique. Mais t'as envie d'être en couple avec ce mec, quoi. Tellement il est gentil, mon conjoint, ma conjointe doit être comme ça. Compréhensif, parfait, qui est tout le temps là dans tous les moments de joie comme de tristesse. C'est un film qui parle de plein de choses. Il y a des choses qui sont extrêmement dures dans ce truc. Et pourtant tu sors de là, ça passe. Ouais. Tu sors de là avec un immense sourire et de la joie et la persuasion que beaucoup de gens
dans l'intrigue, mais aussi dans la salle, en sortent grandis. C'est super beau. Ben, content que ça te plaise. Ouais. Voilà, on l'a pas trop survendu. On en parlait hier dans l'émission. Donc vous pouvez la retrouver juste avant ou après, suivant votre liste de lecture. Voilà. Le lien en description. Non, c'est dans votre liste de lecture, c'est tout. Ça se mettra automatiquement après si vous finissez cet épisode sans mettre pause. Suivant, ça dépend comment vous le Ça dépend lisez, du lecteur, mais oui, ouais. en fait, c'est sur le fil de l'émission. Donc abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré. Voilà. Abonnez-vous. On ne le dira jamais assez. Merci Thierry. Mais de rien Thomas. Merci Marwan. Merci Thomas. C'était Certains l'aiment à Deauville, un épisode spécial de Certains l'aiment à chaud. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Pour soutenir l'émission, abonnez-vous et laissez un commentaire sur votre appli de podcast préféré. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @claacpodcast, CLAAC podcast. À demain pour un nouvel épisode Deauville. C'est Deauville, hein, c'est ça? Deauville parce que Deauvillois, c'est les habitants de Deauville au Québec. Aïe, ouais. C'est pas exactement pareil. Voilà. On s'est renseigné entre-temps, du coup. Voilà. Désolé pour les erreurs. C'est ça. Disons que, en fait, les autres, j'ai dit qu'ils étaient pas là parce qu'ils étaient fatigués. C'est surtout qu'ils ont été jetés au large. Donc là, ils reviennent à la nage, en fait. Ils avaient écorché le nom. Enfin bon, c'est une sombre histoire. Bien. À demain, bonne nuit ou bonne journée. Parce que si vous l'écoutez le matin, je pense que ça sera plutôt ça. Nous, on va finir la nuit. Il est 1h du mat. Voilà, on a fini tôt aujourd'hui, dis donc. Ça, c'est fou. Putain. C'est fou. Bisous. Bisous.